Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 285 aujourd'hui. Et avant de vous présenter le sujet du jour, j'avais deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, de souhaiter la bienvenue à Daniel au sein des Patreons du podcast, ce groupe d'auditeurs que je salue et remercie de participer au développement de ce projet par leurs contributions financières, mais aussi par leurs idées et les discussions que l'on peut mener au quotidien. Si vous souhaitez rejoindre cette communauté, vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Également, je voulais vous inciter à diffuser le podcast autour de vous. Votre défi pour la semaine, il est simple, en parler à une personne qui ne connaît pas encore À côté de mes pompes. Et si ce n'est pas encore déjà fait pour vous, de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ainsi, vous ne louperez aucun épisode, à commencer par celui-ci, dans lequel je reçois Bruno pour une nouvelle capsule L'œil du coach, dans laquelle nous allons évoquer l'entraînement polarisé. Ce fameux ratio 80-20, à savoir 80% d'efforts faciles pour 20% d'efforts à haute intensité lors de l'entraînement. C'est la promesse de cette méthode adoptée par de nombreux coureurs et c'est peut-être même celle que vous utilisez au quotidien. Mais est-ce que cette approche n'est pas trop simpliste, voire incomplète, pour vous permettre de progresser ? Dans vos entraînements, que faites-vous ? Est-ce que vous respectez ce ratio peut-être sans même le savoir ? Est-ce que vous ne travaillez que les hautes et basses intensités ? Et est-ce que vous occultez volontairement cette zone grise, cette zone intermédiaire comprise entre la haute et la basse intensité ? Dans cette capsule avec Bruno, on va creuser le sujet et attention, il a un avis bien tranché sur ce 80-20 à la fin de cet épisode. Qui aura raison ? Qui aura tort ? Ensemble, on va voir pourquoi le 80-20 rencontre autant de succès, comment structurer son entraînement pour vraiment progresser. Et en commentaire ou sur les réseaux, venez prolonger le débat et nous indiquer si vous êtes adepte de cet entraînement polarisé ou si vous balayez plus largement le spectre de vos allures de course possibles. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby. L'entraînement polarisé est-il vraiment efficace pour progresser ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno, c'est un grand plaisir de te retrouver pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec des questions d'auditeurs que j'ai reçues sur la page Instagram, notamment une concernant la polarisation de l'entraînement et ce ratio 80-20 que l'on va détailler. Tout d'abord Bruno, merci d'être de retour sur le podcast pour aborder ces sujets autour de l'entraînement et apporter des réponses concrètes à nos auditeurs. Eh bien, écoute, Seb, c'est toujours un plaisir de se retrouver là. J'entends de plus en plus de retours positifs sur nos capsules. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on répond à une demande, que les gens sont contents de nous écouter et qu'on les accompagne dans leurs entraînements, dans leurs déplacements. Ça fait plaisir. Donc, allons-y pour ce nouveau sujet, le 80-20, l'entraînement polarisé. Alors, tout d'abord, Bruno, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises sciemment et avec beaucoup de savoir autour de ce 80-20, ou est-ce que finalement tu n'y accordes pas forcément une grande importance à cette polarisation de l'entraînement que l'on va définir ensuite ? Alors, je ne l'utilise absolument pas. Et voilà, fin de la capsule. Merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est ça. Non, je n'utilise absolument pas ce schéma de 80-20. C'est pas quelque chose qui me guide et sur lequel je m'appuie quand je construis, quand j'élabore les programmes d'entraînement. Alors on parle de polarisation parce qu'il y a une méthode d'entraînement qui propose de courir 80% de son temps d'entraînement à intensité très basse et 20% à des intensités élevées en occultant cette zone un petit peu tampon, zone grise entre les deux. Est-ce que ça te paraît cohérent et comment tu peux l'expliquer à nos auditeurs ?
Alors, c'est difficile pour moi d'expliquer quelque chose de bien expliquer quelque chose que je ne pratique pas. Ce que je peux expliquer, c'est les raisons pour lesquelles je ne la pratique pas. Mais en expliquant les raisons pour lesquelles je la pratique pas, on va quand même parler du 80-20. Alors moi, je connaissais la loi de Pareto. Hein, la loi de Pareto, c'est de mémoire, c'est 20% de la population qui est en possession de 80% des richesses globales. Et puis de là, on a quelqu'un d'autre a sorti une règle qui disait qu'en fait, si on se concentre sur au lieu de se disperser dans des tas de tâches, 20% des efforts en fait permettent grosso modo d'obtenir 80% des résultats. Donc, je ne sais pas comment cette polarisation du 80-20, est-ce que ça a un rapport avec la loi de Pareto? Est-ce que ça a un rapport avec se fixer les bonnes tâches pour ne pas se disperser dans un maximum de tâches? Je ne sais pas s'il y a un rapport vraiment, mais 80% de l'entraînement qui doit être effectué à une intensité faible ou modérée et 20% qui doit être effectué sur des intensités plutôt élevées et rien entre les deux, ça me paraît un peu restrictif. Moi, je pratique pas mal de zones d'allure différentes et je pense que chacune apporte un intérêt. Donc, on pourra en reparler. On a déjà parlé de ces notions d'efficience. Pour moi, courir, ce qu'on appelle... alors, est-ce qu'on peut dire que les 80% effectués à une intensité faible et modérée, c'est ce que beaucoup appellent en ce moment l'EF, donc le terme à la mode, le terme qu'il faut prononcer. Si on ne fait pas de F, on a loupé sa vie de coureur. Est-ce que c'est de l'EF, donc de l'endurance fondamentale? Moi, je pense que courir lentement ne permet que de courir mieux lentement. Donc, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est fondamental de courir lentement? J'en suis pas certain. Sauf si les objectifs qu'on se fixe en compétition sont de courir lentement. Si on prépare du 100 km, si on prépare des 24 heures, si on prépare des ultra-trails, oui, il faut courir lentement parce que ça correspond à l'allure de course à laquelle on va devoir courir pendant des heures et des heures. Ensuite, la partie des 20% d'autres intensités. Alors, oui, c'est obligé pour moi de travailler sur des intensités élevées. On en a déjà parlé. Les intensités élevées, moi, j'appelle ça de la VMA, le développement de la puissance aérobie. Mais néanmoins, entre ces allures très lentes et ces allures très rapides, il y a une autre zone qu'il est très importante de travailler selon moi, qui va justement se situer entre ces allures très lentes et ces allures très rapides, ce que j'appelle l'endurance aérobie, c'est-à-dire cette capacité à courir vite, longtemps. Donc pour moi, c'est pas polariser l'entraînement. Ce sont des zones différentes avec des intensités élevées, des intensités basses et des intensités moyennes. Et c'est le cumul des trois, c'est le mélange des trois qui va faire prendre la sauce et qui va apporter en fait la totalité des capacités ou des aptitudes dont on a besoin pour courir. Donc tu serais plus toi à balayer l'intégralité du spectre, à balayer finalement l'entièreté des zones d'allure, plutôt que de se concentrer sur ce qu'on a aux extrêmes, ce qu'on parlait tout à l'heure, de pôle entre l'intensité très très basse et l'intensité très élevée, même si à l'intérieur de ces intensités basses et élevées, on va pouvoir quand même positionner énormément de séances, mais en occultant ce que tu disais, cette capacité de développer l'endurance aérobie et d'aller augmenter son endurance plus que sur des intensités basses. C'est ça. Moi, je pense que ce qui fait la force d'un entraînement, c'est que justement, c'est sa variété. Donc, se contenter de deux zones et en plus de faire 80% dans une seule zone, je trouve que ça fait beaucoup. Mais en fait, si on calcule bien, on peut prendre un exemple concret. Prenons l'exemple d'une séance de VMA. On va s'échauffer 30 minutes à peu près. On va faire quelques accélérations. Allez, ça dure 5 minutes. On va faire un retour au calme, 10 minutes. Donc là, on a déjà 35 minutes. 35 minutes d'entraînement. 35-40 minutes d'entraînement. La séance de VMA, elle va durer aux alentours de 20 minutes. On est déjà sur un ratio, sur 1 heure, 20 minutes, on est déjà sur un ratio de 33%, 30%, un tiers. Donc déjà là, on est sur à la grosse louche, on est sur du 70-30. Donc si on rajoute à ça le lendemain, puisque moi je prétends que le lendemain d'une séance intense, il vaut mieux faire une séance lente,
une séance de VMA et le lendemain un footing, je suis certain qu'on doit pas être très loin des 80-20. Donc on s'en rapproche. Pour moi, ce que je pense important de retenir dans cette notion de 80-20, c'est peut-être de dire aux gens, attention, pour courir vite, il faut aussi courir lentement. Et c'est vrai que c'est pas forcément logique pour la plupart des gens. Je pense que les gens qui se lancent dans l'entraînement pensent peut-être que no pain, no gain. Donc, il faut souffrir pour progresser. Donc, plus je vais faire des séances intenses, plus je vais en chier, puisque c'est quand même le terme qu'on utilise, et plus je vais progresser. Ben non. Pour construire quelque chose de solide, il y a aussi cette nécessité de courir parfois lentement. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui utilise cette expression courir lentement pour courir vite, ou je ne sais pas trop. Enfin, je crois que c'est une phrase qui a été utilisée. Donc oui, ça fait aussi partie de l'entraînement. Est-ce que justement, ça passe aussi par une bonne définition de ces allures d'entraînement? Parce que sur ces 80-20, on va peut-être avoir des intensités qui vont être trop importantes, qui vont tomber dans cette zone un petit peu intermédiaire dont on parlait tout à l'heure et qui n'offrent pas du tout les mêmes bénéfices. On va pas travailler les mêmes intensités en regard de ce que l'on veut faire. Si on veut vraiment cibler sur de l'endurance de base avec, on disait tout à l'heure, un footing qui va être un footing de récupération, il va peut-être falloir mettre le frein à main et pas dépasser une certaine zone. Est-ce que ce sont des écueils que tu constates, les coureurs qui veulent aller parfois trop vite, même sur un échauffement, sur un retour au calme ou sur un footing a posteriori de régénération? Oui, ça, on le voit souvent, hein. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui mène à la blessure. C'est-à-dire que pour moi, les coureurs qui se blessent, ce sont les coureurs qui ne courent pas à leurs bonnes allures. Un exemple caractéristique, je reviens sur la séance de VMA, hein, désolé de revenir sur ce type de séance. Je sais que la VMA n'a pas forcément le vent en poupe en ce moment, mais bon, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui permet de bien structurer l'entraînement et de progresser. Les séances de VMA qui amènent à la blessure, ce sont des séances de VMA où on va courir à fond. Donc les gens qui font du fractionné pensent que la fraction doit être faite à fond. Ensuite on marche pour récupérer parce qu'on est au bout de sa vie et on repart à fond, etc., etc. Ben oui, là on va au-delà des intensités qui sont prévues et on n'est pas efficace dans l'entraînement et on risque de se blesser. Ensuite, pour le footing du lendemain ou pour la séance plutôt cool, on va se dire bah ça sert à rien, je vais doucement, je pourrais aller plus vite et finalement on va être au-delà de ses limites. Donc c'est quand même très important, selon moi, de bien évaluer le coureur, un test de VMA, et ensuite de bien définir ces zones d'allure et de rester dans ces zones d'allure. C'est la base, hein. C'est comme ça qu'on progresse. Et que le coureur soit capable également de peut-être ajuster ses sensations par rapport aux allures de course. Si on commence à ne plus pouvoir parler, à être complètement essoufflé, c'est peut-être le moment de réduire l'allure et de réduire un petit peu la vitesse parce qu'on ne va pas travailler, comme tu l'as dit, exactement la même filière où l'objectif de la séance sera plus du tout celui qui était visé initialement. C'est difficile. Parfois, quand on est en groupe, toi, sur des séances club, où on part tous à la même allure, puis au bout d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, ça y est, tout le monde a pris finalement son allure, et on voit des gens qui sont déjà en sur-régime avec peut-être déjà une vitesse trop importante. Dans ces cas-là, c'est peut-être à ceux de devant de réguler et de freiner un petit peu pour permettre à ceux qui sont en queue de peloton de continuer à suivre et que ce soit pas non productif pour l'ensemble du groupe. C'est ça. Ou alors on scinde le groupe en 2 ou en 3. Moi, alors ce que les gens appellent l'EF ou ce qu'on dit ou ce qu'on appelle le footing, enfin bref, la récup, c'est pas compliqué. La définition elle est simple, c'est l'allure de confort du jour. Voilà la définition que je donne moi à ce qu'on appelle le footing. C'est l'allure de confort du jour. Pourquoi du jour? Ben parce que parfois cette allure de confort, elle va varier de 0,5, de 1 km/h parce que, parce qu'on est fatigué, parce que on a eu des choses dans la journée qui font que. Donc, c'est vraiment l'allure du jour. Et c'est important de faire référence à ces sensations, à ne pas être dépendant de la montre. Les zones d'entraînement, ce sont des indications. Et allure de confort, je crois que c'est suffisamment clair. On doit être en confort gestuel,
confort respiratoire. Et à partir du moment où on est centré sur ces sensations et qu'on court à l'allure de confort qu'on ressent, on risque pas d'aller trop vite. On ne peut pas aller trop vite. Moi, j'ai des variations d'allure dans mon allure de confort. Je m'amuse à faire ça. Je pars et je suis à mon allure de confort. Et là, je me dis, tiens, je suis à telle vitesse. Mais en fait, non, je suis hyper lent et je me rends pas compte. Et puis à l'inverse, parfois, je suis toujours à mon allure de confort. Mes sensations sont exactement les mêmes. Et là, je me dis, waouh, 1 km/h plus vite. Ah bah c'est bien, aujourd'hui, je suis bien. Mais c'est ça qui doit guider. Donc, ce ne sont pas des allures à respecter à la lettre et de manière un peu bête et méchante. Par rapport à cet entraînement polarisé, Bruno, on dit souvent, de ce que j'ai pu lire et observer, que cette zone un petit peu tampon, zone grise, donc qui serait intermédiaire entre l'intensité basse et les intensités très élevées, serait beaucoup plus engageante musculairement, pourrait provoquer de la fatigue et des blessures. Est-ce que tu valides ce constat-là ou est-ce que faut apporter quand même un peu plus de nuances ? Moi, j'apporte une certaine nuance parce que je trouve que faire un entraînement, construire un entraînement uniquement basé sur des allures lentes et sur des allures rapides, je vois pas comment ça peut être équilibré et je vois pas comment ça peut permettre à quelqu'un de progresser. J'ai un peu de mal à m'imaginer ça. Pardon. D'autant que moi, je pense que ce qui fait la force d'un entraînement, c'est le triptyque, le triptyque de la performance, c'est puissance, plus endurance, plus efficience. Donc, la puissance, ce sont les allures, les intensités élevées. L'efficience, ça va correspondre en fait à l'allure de compétition. Donc, c'est pas forcément des allures lentes, mais on sait que ces allures lentes, elles sont nécessaires pour assimiler l'entraînement. Moi, j'appelle ça les séances verre d'eau. Quand on prend un cachet et qu'on prend un verre d'eau, le verre d'eau, il sert à rien. C'est pas lui qui va vous guérir, mais il sert à faire passer le cachet. Les séances d'endurance, les séances lentes, c'est à ça qu'elles servent. Elles servent à mettre du volume dans l'entraînement, à apprendre à l'organisme à assimiler une quantité de travail plus importante, donc mieux supporter les chocs, mieux supporter toutes les contraintes de la course à pied, qui sont des contraintes souvent positives, faut le dire. Les contraintes que la course à pied impose à notre corps sont souvent des contraintes qui sont bénéfiques. Donc, on va pas chercher à éviter les chocs, parce que les chocs, ils sont bénéfiques. C'est pas le sujet de la capsule, donc je vais pas aller plus loin. Mais cette zone du milieu, cette zone qui est entre, alors on va être dans une zone qui va être entre 75-80% de la VMA et 90. Mais toute cette zone du milieu là, pour moi, elle est fondamentale puisque c'est cette zone qu'il va falloir travailler pour justement optimiser en course tout ce qu'on aura développé sur les allures rapides. Si on ne fait que des allures rapides, on va développer uniquement la puissance, la consommation maximale d'oxygène. Ou alors j'ai mal compris ce que les gens qui font de la polarisation mettent dans le 80-20. J'ai peut-être mal compris, peut-être que j'ai mal à analyser le truc, même si j'ai pas beaucoup creusé le sujet. Mais pour moi, toutes ces zones intermédiaires, elles sont intéressantes pour ce qu'on appelle le développement de l'endurance aérobie. Ce que moi j'appelle l'EMA, l'endurance maximale aérobie. Il y a la VMA, la vitesse maximale aérobie, qui augmente la puissance, et il y a l'EMA, l'endurance maximale aérobie, qui permet en fait d'utiliser le plus gros pourcentage de cette VMA en fonction du temps d'effort. Donc ne pas faire cette intensité-là, c'est se priver d'un des trépieds de la performance. Donc c'est bancal, pour moi ça tient pas debout, ça tombe. Est-ce qu'il y a peut-être des périodes dans l'année où ce 80-20 sera peut-être plus adapté, en dehors peut-être d'un objectif où on va vouloir faire un petit rappel de VMA de temps en temps et courir pour le plaisir le reste du temps? Est-ce que ça pourrait rentrer dans une programmation, je dirais, sur une année ou sur un cycle d'entraînement un peu plus long? Alors, l'alternance de séances lentes à faible intensité avec des périodes un peu plus avec des entraînements un peu plus rapides, ça pourrait correspondre, selon moi, à ce que j'appelle la préparation générale. C'est-à-dire qu'après un objectif, on va retravailler un peu les bases, les fondamentaux, et donc faire une partie d'entraînement assez importante sur des intensités basses et se concentrer sur des intensités plus rapides pour augmenter vraiment la puissance aérobie, augmenter la VMA. C'est quelque chose qui peut coller. Je ne sais pas si on est sur du 80-20, mais ce qui est certain, c'est qu'on va être moins sur cette zone un peu intermédiaire. Donc entre 80 et 90% de la VMA, on va être moins sur cette
zone-là parce que c'est pas forcément ce qui est prioritaire à développer quand on reprend ou quand on cherche à développer plutôt le volume d'entraînement et la puissance aérobie. Mais c'est pas des séances à basse intensité qui vont pouvoir permettre de développer cette capacité. Le réservoir va pas s'agrandir si on court longtemps à des intensités qui vont être très basses. Non, et ça c'est bien que tu le précises et que tu le dises parce que on a trop longtemps cru et moi alors ça remonte à longtemps mais quand j'étais un jeune athlète dans les années 60-75, voilà, on avait cette conviction que les allures très lentes développaient le cœur en volume et que les allures très rapides, donc on était un peu sur un entraînement polarisé, on faisait un peu ce type d'entraînement et que les allures rapides allaient muscler le cœur. Donc on était sur cette dualité. Alors d'abord on augmente le volume et ensuite on le muscle. Donc on faisait de l'endurance et on faisait de la résistance. Et donc c'était vraiment d'une certaine manière une forme d'entraînement polarisé. L'évolution des connaissances a permis de montrer que les courses lentes ne développent que la capacité de courir lentement. C'est-à-dire que si vous courez très longtemps à une allure, 10 km/h, ce n'est pas en courant très longtemps à 10 km/h que vous serez capable de courir à 12. Si vous courez très longtemps à 10, vous serez très efficient à 10. Si vous courez très longtemps à 11, vous serez très efficient à 11. Donc l'endurance fondamentale, les footings très longs, dire je fais du long pour améliorer mon endurance, c'est faux. J'améliore mon endurance à la vitesse à laquelle je cours. Alors sur un schéma, sur une organisation de semaine, qu'est-ce que tu mettrais justement dans un entraînement où on pourra retrouver ces 3 facteurs de la performance que sont donc la puissance, l'endurance et l'efficience? Quelles seraient les séances clés et comment on peut l'organiser avec chacun de ces facteurs qui composent cette méthode champenoise? Comment on pourrait les placer, tu veux dire, au niveau de la planification annuelle ou au niveau d'une planification plus à l'échelle d'une semaine ou de quelques mois? Alors, plus à l'échelle d'une semaine ou sur un emploi du temps filant sur une dizaine de jours, parce que parfois les semaines sont pas toujours hyper adaptées à l'organisation d'un microcycle. Alors, si je suis en préparation générale, c'est-à-dire que je viens de terminer un objectif et je me fixe un autre objectif. Là, en ce moment, on a pas mal de gens qui ont réalisé leurs objectifs, que ce soit au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, et qui là ne préparent pas forcément quelque chose parce qu'on est dans une période un peu creuse. Là, c'est le moment justement de prévoir un maximum de séances qui vont développer la puissance. Donc l'objectif, ce sera développer la puissance. On va vraiment se focaliser là-dessus. Donc, on va être sur des séances plutôt intensives, VMA courte, VMA longue, VMA moyenne. Et puis, l'autre partie du programme, ce seront des séances plutôt cool, des footings, des choses plus tranquilles. Donc là, on est presque sur quelque chose qui est polarisé au niveau des intensités. Au niveau du volume global, je ne sais pas, mais on doit pas en être très, très loin. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question pour le coup, là. Alors, ça répond parfaitement à la question. Après, on est d'accord qu'on ne place pas 2 séances de VMA l'une derrière l'autre. On va avoir cette séance verre d'eau, comme tu l'appelles, qui fait digérer la séance à haute intensité avant de repartir sur une nouvelle séance beaucoup plus rapide. C'est ça. On essaye d'éloigner les séances intenses les unes des autres. Donc 2 séances de VMA, oui, au moins à 48 heures d'intervalle. Et c'est mieux encore si on met. Et c'est pour ça que moi j'utilise plutôt 3 zones d'allure parce que entre 2 séances de VMA, on peut. Alors après, ça va dépendre du nombre de semaines, bien évidemment, mais on peut placer justement une séance de VMA. Donc on va être sur une intensité intermédiaire. Donc là, en fait, même en préparation générale, on va être sur des intensités lentes, sur des intensités élevées et sur des intensités moyennes. Parce que ne faire que des séances de VMA, là, on peut effectivement risquer la blessure. Pour être clair, Bruno, de 50% à 75% de la VMA, on est sur cette intensité basse. Le MA, on est entre 75 et 90%. Et au-dessus, on bascule sur la VMA.
C'est ça, voilà. Hein, si on pouvait déterminer les zones, oui, on pourrait faire de jusqu'à 75%. On est vraiment sur les intensités qui sont modérées. À 75% de la VMA, ça reste un footing un peu rapide, mais ça reste quand même des intensités qui sont faibles à modérer. Donc, on peut déterminer effectivement 3 grandes zones. De 75 à 90, on est sur la zone intermédiaire, donc qui va développer l'endurance aérobie. Et entre 90, 95 et 100, on est vraiment sur le développement de la puissance aérobie. Donc 3 zones d'intensité. Alors du coup, on n'est plus dans le 80-20, mais on est dans quelque chose d'un peu plus varié, d'un peu plus harmonieux et qui fait appel à toutes les qualités physiques nécessaires pour courir vite et longtemps. Sachant qu'en fonction des séances, des fractions, sur ces différentes zones, on aura la possibilité de faire varier les pourcentages en allant soit sur la zone haute, la zone intermédiaire ou la zone basse. Ça va dépendre aussi, tu l'as dit, ça dépend de la forme du jour et des sensations. On n'a pas forcément toujours la possibilité d'être sur le plus haut point du curseur. Il faut savoir parfois se réguler également. C'est ça. Et puis c'est intéressant aussi d'un point de vue physiologique, si on prend l'exemple de la VMA, c'est intéressant de travailler sur les intensités de 105%, sur les intensités de 100%, sur les intensités de 95%. On va mieux développer le système d'un point de vue physiologique si on le balaye dans toute cette zone. C'est pour ça que moi je suis assez attaché à cette notion de zone. La VMA, ce n'est pas qu'une allure d'entraînement, ce n'est pas qu'une vitesse, ce sont des vitesses dans une zone. Le footing et les intensités plutôt basses, même chose. On va balayer de 55, 60 à 65, 70%, et il faut balayer toute cette zone. Et puis au milieu, encore à l'identique, donc on en a déjà parlé, cette zone d'endurance aérobie, ce n'est pas qu'une vitesse. C'est pour ça que je suis un peu réfractaire à cette notion de seuil, parce que la notion de seuil, elle repose sur cette idée qu'il n'y a qu'une seule vitesse. Et c'est pour ça que ces notions de zone, elles sont à mon avis plus riches, à la fois d'un point de vue de la compréhension de l'entraînement, mais aussi d'un point de vue purement physiologique. Et après, on se mélange pas avec 12 000 zones. Grosso modo, il y a 3 zones, 3 grosses zones sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et à l'intérieur de ces zones, on peut aller picorer à droite et à gauche. Et c'est intéressant de les avoir sur son planning d'entraînement et d'avoir une certaine répartition qui soit harmonieuse et équilibrée, qui n'est pas que l'une, que l'autre, que deux, comme tu l'as dit, sur ce que l'on prône dans les capsules depuis de nombreuses semaines, voire années maintenant. Il faut utiliser et balayer ces 3 formes de séances de façon à avoir un spectre suffisamment large pour développer harmonieusement les qualités d'un coureur. Ce qui doit pas toujours être facile en tant qu'entraîneur de mettre sur le papier et de coucher ces séances pour que ce soit équilibré. C'est un petit alchimiste qui est derrière son écran pour composer les plans d'entraînement. C'est ça. Moi qui suis nul en cuisine, toi tu parles d'alchimie, c'est ça. Moi je parle de recettes de cuisine. C'est un peu toujours pareil. C'est du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre. Mais après pour faire la sauce, pour que la sauce prenne, pour que la mayonnaise prenne, on va utiliser un grand chef. Il est capable avec les mêmes ingrédients d'obtenir des résultats différents. Et nous dans l'entraînement, il faut qu'on essaye justement de jouer là-dessus pour trouver la meilleure alchimie possible. Et tout est différent en fonction du corps. Donc c'est vrai que souvent on me pose la question combien de séances d'entraînement je peux faire, mais plus on en fait et mieux c'est, parce que plus l'entraîneur a des solutions pour mettre des séances différentes. Après ça c'est bien beau, mais il faut que ça s'intègre harmonieusement dans l'emploi du temps du coureur. Mais oui, c'est vrai que plus on a le choix, plus on peut mettre de séances, plus on peut varier l'entraînement et plus on aura et meilleurs seront les résultats. Alors Bruno, est-ce qu'on peut rappeler pour terminer cette capsule ce que l'on entend par entraînement polarisé, même si on l'a évoqué ensemble, c'est pas quelque chose que tu utilises et sur lequel on peut revenir, apporter des nuances, et on invitera les auditeurs qui utilisent cette méthode à venir nous faire des petites remontées d'infos et des expériences qui leur sont propres. Comment tu le vois et comment ça peut se mettre en place dans une structure et un plan d'entraînement ? Alors, ce ratio de 80-20, il est intéressant selon moi pour rappeler aux gens que pour progresser, il ne suffit pas de s'entraîner vite, il ne suffit pas de souffrir, il ne suffit pas de forcer et de finir au bout de sa vie. No pain, no gain. Oui, c'est bien qu'il y ait un petit peu de difficulté dans l'entraînement, mais l'entraînement ne se résume pas à une succession de séances qui sont difficiles.
Alors ça marche au début, hein, ça marche même très bien, mais dans le temps, ça ne dure pas. Donc une grosse partie de l'entraînement doit être réalisée à des intensités faibles ou modérées. Alors 80% ou 70%, on va pas rentrer. Je ne sais pas si tout le monde fait le calcul. Hein, moi, à titre personnel, je ne le fais pas, mais une grosse partie, une très grande partie de l'entraînement doit être effectuée à des intensités faibles ou modérées. Et une partie moins importante, mais néanmoins assez conséquente, doit être effectuée sur des intensités qui sont élevées, voire même très élevées, où on va pousser le corps à ses limites. Voilà ce que pourrait signifier ce ratio du 80-20. Mais on pourra observer, peut-être sur une de nos séances, et les auditeurs, on vous invite à faire de même. Quand tu disais tout à l'heure, entre l'échauffement, le retour au calme, la récupération parfois entre les fractions ou entre les séries, sur une séance de VMA type, on doit avoir pas loin d'un ratio 80-20 entre le travail effectif à haute vitesse et le travail à intensité modérée. Donc, pour moi, ça se tient quand même après de le déployer, comme on l'a dit, sur de nombreuses semaines ou sur un plan d'entraînement spécifique. On l'a vu que ça paraît quand même un petit peu compliqué parce que cette zone tampon, zone grise, comme certains l'appellent, il faut quand même aller s'y frotter pour progresser et développer votre réservoir, cette capacité qu'a votre corps à encaisser et avoir de l'endurance. Donc, on est un petit peu plus mitigé quand même sur cette zone grise et son absence de la polarisation. C'est ça, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du gris, et donc c'est bien qu'il y ait les trois couleurs. Donc on vous invite, chers auditeurs, à venir nous apporter votre expérience, vos petites astuces en matière de polarisation, et puis on vous attend avec Bruno pour une prochaine capsule L'œil du coach. C'est sur le podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!